Alors on parle souvent d'initiative de la dernière chance pour qualifier ce qu'a entrepris Donald Trump. Est-ce que si justement cela échouait, eh bien ça en serait fini par exemple de la solution à deux États? On va en parler avec nos invités. Bonsoir Freddy Ethan, vous êtes ancien ambassadeur et chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Et puis Nissim Zvili, bonsoir, ancien ambassadeur également d'Israël en France, ancien député travailliste à la Knesset. C'est vrai qu'il a une personnalité un peu particulière, Trump, qu'il n'est pas un diplomate peut-être comme les autres. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait sérieusement dire bah stop, là j'arrête tout et on laisse les Israéliens et les Palestiniens se débrouiller? Nissim Zvili? Moi, je crois que l'administration Trump doit savoir que l'impatience dans notre région est interprétée comme une faiblesse. Ça veut dire d'abord, je peux comprendre très bien la déception des trois partenaires. Ok, je comprends très bien, les Palestiniens attendaient à ce que Trump dise arrêtez la colonisation, les Israéliens attendaient que Trump donne un ordre à Mahmoud Abbas d'arrêter complètement l'incitation, le terrorisme, et les Américains étaient convaincus que eux, les grands vainqueurs des dernières élections aux États-Unis, ce sont les génies du siècle. Ça veut dire que c'est impossible qu'il y ait un conflit qu'ils sont incapables de résoudre. Il a parlé de ça comme d'un business. Il a dit, let's make the deal, on va faire une affaire. Alors ils ont des difficultés de digérer que le conflit dans cette région, ils sont beaucoup plus compliqués, ils sont beaucoup plus complexes, ils sont beaucoup plus difficiles à résoudre, mais je ne crois pas que l'administration Trump est déjà arrivée à la conclusion qu'ils vont renoncer à ce processus complètement. C'est pas un des traits de caractère de Trump. Je crois qu'ils vont refaire leur leçon. C'est une délégation américaine qui est très pro-israélienne, mais qui comprend le problème palestinien. Et ils savent analyser où sont les erreurs israéliennes et où sont les erreurs palestiniennes. Alors, Freddy Ethan, comment je suis d'accord avec Nissim Zvili que la décision n'a pas été prise encore. Ce sont des rumeurs. Et probablement, l'administration Trump, au retour donc du conseiller Greenwald et le gendre donc du président Trump, vont faire un bilan donc de cette visite. Ils ont rencontré Abbas, c'est vrai, et on peut confirmer effectivement qu'il y a eu entre eux un clash. Il y a eu effectivement Greenblatt et même le gendre du président Kushner à réprimander, je dirais, Abbas, parce qu'il faut comprendre la situation. Abbas n'a pas encore je dirais, n'a pas changé complètement de paradigme concernant, par exemple, le terrorisme et concernant les familles, concernant les salaires des familles, concernant aussi la condamnation, même le dernier événement qu'il y a eu place à Jérusalem où Hadas Malka a été tuée, une policière. Il y a eu, il faut le rappeler, il y a eu une condamnation de la France très ferme, pour une première fois d'ailleurs, une condamnation très ferme de la France, avec des condoléances sincères à la famille. Mais par contre, il n'y a pas eu, de la part de l'autorité palestinienne, une condamnation qu'on souhaitait le faire. Évidemment aussi, il n'y a pas eu un arrêt donc des salaires qui sont versés comme l'exigeait Israël et comme l'exige aussi le gouvernement Trump. Donc il faudrait d'une part trouver une solution pour reprendre, pour relancer le processus. Le processus est compliqué, très difficile et d'ailleurs il endure depuis plus d'une centaine d'années. Il ne date pas d'hier, mais évidemment nous devons trouver sur une base de confiance. Il faut revenir à la confiance. Il faut essayer de retrouver donc cette confiance de part et d'autre parce que la méfiance est omniprésente. Et les Américains ne peuvent pas lâcher non plus parce qu'il y a une donne géopolitique qui a changé. Et on le voit avec la Syrie, on le voit avec le Liban, on a vu cet après-midi encore concernant Israël le Golan. Donc il y a là une poudrière qui pourrait éclater, celle avec une étincelle. Donc il faut calmer les esprits. Et je crois que les Américains doivent le faire très rapidement. Alors, par exemple, sur ce dont vous parliez, Freddy Ethan, pourquoi Abbas, à votre avis, refuse de changer d'attitude sur ce dossier des prisonniers, des salaires versés aux prisonniers, aux
auteur d'actes terroristes? Moi, en général, dans des processus si compliqués, j'aime pas l'hypocrisie. D'un côté, il y a l'incitation à la violence, et de l'autre côté, il y a de la vraie violence. Vous savez, par exemple, que pendant les 2 derniers mois, il y a eu beaucoup plus d'incidents de violence de colons israéliens contre les Palestiniens que d'actes terroristes des Palestiniens contre les Israéliens. Alors ici, il y a une victime, on est désolé, on partage nos condoléances avec la famille, avec le peuple d'Israël, mais c'est double standard, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pardon, Eitan, laissez-moi terminer mon analyse. Oui, je compare. Vous ne pouvez faire la comparaison entre les attentats meurtriers, sanglants, aveugles contre une population israélienne. C'est pas ce que je dis. Freddy, ce que je dis, je vous en prie. Ce que je dis, que quand il y a des doubles standards, qu'on demande une condamnation, c'est OK, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on voit la tolérance que la police israélienne, que le gouvernement israélien, que les membres du Parlement israélien, vis-à-vis des colons, des ultranationalistes, ce qu'ils font, ils brûlent des mosquées, ils incendient des voitures. Quand la dernière fois, attendez, Freddy, ou bien on discute, ou bien vous ok, parlez. Non, mais c'est tout. Moi, c'est ça les doubles standards qui mènent exactement à ces solutions. Parce qu'on accuse d'un côté rien que les Palestiniens, comme si dans les écoles israéliennes, il n'y a pas de l'incitation contre les Arabes. Comme si nous, on n'a pas enlevé de la carte de la région la ligne verte. On a fait des actes d'incitation beaucoup plus graves, mais très graves. Ça veut dire on doit toujours... Si j'aurais été à la place de Abbas, j'aurais condamné l'attentat terroriste, mais j'aurais aussi condamné tous les actes de violence des deux côtés. C'est ça qu'un leader... Ce qui ne fait pas. C'est ça, mais c'est exactement la même chose des deux côtés. Ça veut dire qu'il faut dénoncer la violence dans ce conflit, dans cette région. Il faut le faire des deux côtés. Et comme le dit Freddy, tant qu'on n'arrive pas à une certaine confiance qu'on peut construire entre les deux partenaires, on va nulle part. Ils sont pas encore désespérés, mais on a vu déjà combien 5 présidents, si on commence par Bush et on termine par Obama, qui ont essayé de trouver une solution. Et ça ne va pas me surprendre si dans 1 an, Trump va dire, vous savez quoi? Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas mon problème. C'est dans l'intérêt des peuples de la région d'arriver à une solution. Ce n'est pas seulement un intérêt américain. Alors, je crois que la comparaison, le parallèle que fait Nissim Zvili est un parallèle qui ne reflète pas sur le terrain, d'une part, et deuxièmement, il ne reflète pas la réalité. Parce que la réalité est quoi? Dans les manuels scolaires palestiniens, et on le sait depuis longtemps, depuis Oslo même, il y a eu des commissions, comme vous le savez, des commissions qui ont condamné donc l'incitation à la haine. Si à la maternelle déjà on parle du yaourt, qu'il faut le tuer, qu'il faut l'égorger, si dans les manuels scolaires les Israéliens ne figurent pas, Israël ne figure pas. Pas du tout alors, dans aucun. Et vous allez comparer ce qu'on fait dans les écoles. Bon, mais laissez-moi terminer, moi je vous ai laissé parler. Vous avez vu cet article aujourd'hui sur la télévision? Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes de 5 ans? Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes de 5 ans? Mais c'est une minorité infime. Non, c'est pas une minorité infime. C'est dans les villes de Tel Aviv et de Givatayim, dans lesquelles il y a aujourd'hui un courant d'ultranationalisme qui oublie complètement, qui ignore complètement le problème, essaie d'éduquer une nouvelle génération qui oublie toute son histoire. Il y a un peuple, c'est le peuple juif, c'est sa terre. Et c'est quand vous continuez à sanctifier la terre d'Israël et vous êtes prêts à sacrifier les valeurs de l'État d'Israël, je ne sais pas, Nissim Zvili, c'est ça le résultat. Bon, mais
si vous permettez, je ne sais pas de quel parti vous prenez. Ici, là, vos propos sont à la fois exagérés, je m'excuse, pas seulement exagérés, ils ne sont pas de la réalité sur le terrain, pas du tout. Vous avez vu parce la que c'est une décision et deuxièmement, vous m'interrompez. Comment ça se fait que Netanyahou, en 24 heures, a relancé la construction à Kalkilia? Comment ça se fait? Non, mais là, vous sautez du coq à l'âne, comme on dit. Donc il n'y a pas ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une grande différence. Il y a justice en Israël. Il n'y a pas justice dans les territoires palestiniens. Quand un Palestinien tue un juif ou un soldat ou un enfant ou une famille entière, c'est un shahid. Et sa famille reçoit un salaire. Et salaire pour toute la vie. Il est en prison, mais il est dans des conditions plus faciles de s'adapter, de s'intégrer. Et c'est là la différence. Il y a deux sociétés tout à fait différentes. Il y a un message d'Israéliens et la majorité écrasante des Israéliens veut la paix. Mais la majorité écrasante des Israéliens aussi rejette, vomit ces personnes, ces extrémistes juifs. Il y en a dans cette société. Il y a évidemment des renégats, il y a des voyous. Il faut les mettre, il faut les réprimander, il faut les mettre en quarantaine. Mais cela, de faire l'amalgame et de dire que la société israélienne est telle et pire même que la société palestinienne, ça, je ne sais pas comment vous dire, comment expliquer. Ce dont on parle, c'est de négociations. Quand on parle de négociations, on ne peut pas, surtout pas le côté américain, qui veut arriver ici et essayer de résoudre le problème, et ne peut pas venir avec rien qu'une condamnation de ce qui se passe du côté palestinien, sans condamner ce qui se passe du côté israélien. Pour vous, ça vous semble complètement normal? Non, pas du tout. Attendez, non, laissez-moi. Que ça vous semble complètement normal que on veut essayer de reprendre un processus de négociation avec les Palestiniens et qu'il y a une semaine, le Premier ministre déclare on va construire une nouvelle colonie. Ça, c'est normal. Ça, on ne condamne pas. Ça, il n'y a pas de condamnation ni des Américains, ni de la droite israélienne. Il y a quand même une entente avec les Américains. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Alors pourquoi il n'y a pas une entente entre les Palestiniens et les Américains? Si les Américains veulent arriver à un vrai processus, il doit y avoir combien une entente entre les Américains. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une entente entre les Américains et les Israéliens. Les Américains, ça veut dire non. Ce que je veux dire, que si on veut construire une confiance entre les deux côtés, on ne peut pas tout le temps condamner rien qu'un côté, ne rien lui demander, ne pas condamner les colonies sauvages, ne pas condamner les incidents violents dans lesquels on déraille des oliviers des Palestiniens, dans lesquels on lapide, on lance des pierres. Non, tout ça, ça n'existe même pas dans la presse israélienne. Il y a un seul journal qui se permet de parler de ces incidents, et c'est des incidents qui sont très violents. Comment on peut construire une confiance quand il y a... Vous parlez d'une minorité, cette ultra-minorité qui était pendant l'assassinat de Rabin, aujourd'hui c'est elle qui dirige ce pays. Vous savez que dans le gouvernement, dans cette coalition, Bibi Netanyahou, même s'il veut arriver à une solution de deux États, à deux pays-nations, il est incapable, parce qu'il est minoritaire dans son parti. Écoutez, moi, d'accord. Vous parlez en tant qu'homme politique de gauche, Parti travailliste, vous étiez déjà, depuis longtemps, favorable avec l'OLP. Je me souviens très bien que vous-même, vous avez été, avant même Oslo, agi dans cette affaire-là. Je peux respecter ce que vous dites, mais ne pouvez pas non plus dire à chaque fois, ce gouvernement a été élu au suffrage universel. Si vous pouvez changer de politique, vous savez, il y a les couteaux tirés dans votre parti travailliste, et il n'a pas réussi, hélas, je dirais, il n'a pas réussi de gouverner. Si vous voulez une coalition avec Bibi Netanyahou comme Herzog, comme a essayé de le faire, on peut effectivement trouver et mettre en quarantaine les extrémistes. Mais tant qu'il y a ces scissions, tant qu'il n'y a pas un parti qui pourrait éventuellement épauler Benjamin Netanyahou, parce que Benjamin Netanyahou se trouve dans un grand dilemme. D'une part, il veut faire avancer, disons, la locomotive de la paix, mais de l'autre côté, il a une coalition, il pourra pas le faire. Il veut pas.
Vous savez Ce qui se passe, je suis désolé Freddy, il ne veut plus, il ne veut pas. Ce qui s'est passé rien que cette dernière 24 heures. Attendez, laissez-moi terminer. Rien que cet après-midi, il y a 2 propositions de loi qui sont passées. Des ultra-orthodoxes contre le réformiste aux États-Unis. Non, c'est pas un autre. C'est un Premier ministre qui s'est mis entre les mains complètement des mouvements ultra-orthodoxes et ultranationalistes. Maintenant, si vous voulez, vous, personnellement, je ne parle pas, vous voulez vous ajouter à la droite qui veut nous faire taire, qui ne veut pas nous permettre de nous exprimer, vous parlez de notre droit de dire ce qu'on pense, ce qu'on croit vraiment. Est-ce que moi, l'avenir de l'État d'Israël ne m'intéresse pas? Est-ce que je suis moins responsable qu'un homme de droite si je crois qu'il faut rendre 80% des territoires et créer 2 États? Ça me met quoi? Comme quelqu'un qui est contre l'existence de l'État d'Israël? Non, mais quel rapport? C'est ça le sujet. Non, le sujet est différent. Le sujet est différent. Non, le sujet c'est exactement. Vous continuez la ligne du gouvernement. Non, il n'y a pas. Je suis apolitique, vous savez très bien. Je le vois en expert. Et en expert, je vous dirais qu'il y a des choses. Il ne faut pas tout le temps dire c'est Israël. Vous parlez exactement comme les opposants et les détracteurs de l'État d'Israël. Je m'étonne de cette position très ferme et très contraire à Israël. Il faut, si vous voulez en parler sur le plan, disons, de faire relancer le processus de paix, il faut mettre en parallèle, disons, toutes les initiatives. Et vous savez très bien, ça fait déjà 50 ans qu'il y a eu cette guerre de 6 jours, où il y a eu en Cisjordanie et donc dans la bande de Gaza, et ça fait 50 ans, et vous savez très bien que le Parti travailliste, déjà depuis 50 ans, demande et exige vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des États arabes, de tendre la main à la paix, et on sait très bien ce qui s'est passé. Vous savez très bien quel était le résultat d'Oslo, quel est le résultat du désengagement de Sharon. Moi, j'accuse la gauche israélienne, pas moins de la droite israélienne, de ce qui se passe aujourd'hui. Ne représente pas ici le Parti travailliste. Le présente une option qui risque de disparaître complètement dans quelques années. Chaque jour qui se passe sans une séparation des Palestiniens, on met en risque l'existence de l'État d'Israël comme un État juif. Terminé. Maintenant, toujours, la droite va nous mener vers la peur, la paranoïa, le désespoir, le terrorisme, tout pour trouver des prétextes. Pourquoi ne pas commencer des négociations? Non, mais le problème qu'il faut éviter, la droite, je dirais, la droite assez logique dans le sens où il y a un consensus dans la droite, c'est effectivement d'éviter à tout prix, je suis tout à fait d'accord, d'éviter à tout prix un État binational, parce que ce serait la fin du sionisme et la fin de l'État d'Israël. Alors là-dessus, vous êtes tous les deux d'accord. Merci Freddy, Ethan, merci Nissim Zvili.